La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Ludovic. Comment allez-vous ? Très bien et vous ? Très bien, merci beaucoup. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons ici avec les téléspectateurs romans pour pouvoir nous intéresser au monde de l'économie et notamment des entrepreneurs. Aujourd'hui, on passe à table en quelque sorte. On passe à table absolument parce que pour la première fois dans B2B, on reçoit un vigneron valaisan. On a eu du vaudois, mais pas encore du valaisan. On pourra comparer. Le Valais, vous savez qu'il affiche la plus grande surface viticole de Suisse. Tout à fait. Ludovic, c'est presque un tiers du total, un peu plus de 4000 hectares. Et donc, un acteur de poids. Et notre invité dirige avec son frère, sa sœur, le deuxième plus grand domaine du Valais, basé à Sierre. Une affaire familiale, vous l'avez compris, c'est la troisième génération qui est aux commandes. Nous recevons aujourd'hui Philippe Rouvinet, qui est membre donc de la direction de l'entreprise familiale en charge des activités commerciales des domaines Rouvinet. Philippe Rouvinet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ici pour B2B, sur les chaînes du groupe Carac. Vous allez bien ? Très très bien. Parfait. Comme on vous l'a dit, pour nous, c'est un plaisir de recevoir un vigneron. On l'a dit, donc, les domaines Rouvinet, c'est une entreprise familiale qui a été fondée en 1947 par votre grand-papa, Bernard Rouvinet, c'est exact ? C'est juste, oui. Ensuite, par la suite, ce sont les deux fils de votre grand-papa, Dominique et Jean-Bernard, votre papa donc, qui ont développé l'affaire. Et aujourd'hui, c'est une fratrie encore qui est aux commandes. Dis donc, troisième génération d'une famille vigneronne valaisanne. Est-ce qu'on a dans cette situation le sentiment d'appartenir à une histoire qui nous dépasse ? Une histoire qui nous dépasse, je dirais pas forcément, mais on sent quand même une certaine pression. C'est vrai que mon grand-père et la deuxième génération ont très bien fait. On dit souvent dans l'économie que la première crée, la deuxième développe, la troisième je tairai ce qu'elle fait habituellement. On va essayer de faire taire le proverbe. Mais oui, il y a quand même une certaine forme de pression. On est vraiment des passionnés. On aime ce qu'on fait. On essaye de le faire le mieux possible. Et il y a un certain poids des années, même si on n'est pas une entreprise qui en sommes à la 15e génération comme certaines autres. Mais oui, il y a quand même une certaine pression de bien faire, de faire autant bien que les prédécesseurs. Avez-vous pour autant l'envie d'écrire une forme d'épopée ? Alors ça, c'est absolument, je pense que c'est le cas, c'est ce qui nous anime un petit peu tous les jours. On veut perpétuer la tradition, on veut continuer dans cette lancée, on veut aussi marquer l'histoire de l'entreprise à travers notre génération, et là je parle pour mon frère et ma sœur également, parce que je pense qu'ils sont dans le même état d'esprit. On veut évidemment que dans quelques générations, l'entreprise existe encore, et qu'on se souvienne aussi de ce qu'a peut-être amené la troisième génération en particulier. Alors quand on veut marquer l'histoire du vin en Valais, quels sont les 3 ingrédients qu'on essaie d'avoir au quotidien dans son travail ? Je dirais que c'est pas forcément valaisan en particulier, mais on est dans un domaine qui est lié à beaucoup de traditions. Donc le côté tradition, il faut jamais l'oublier. Je pense que l'authenticité est un point extrêmement important. On raconte des histoires, on vend des histoires finalement à travers nos produits. Et je crois qu'on doit vraiment se souvenir d'où on vient, de quel est l'ADN finalement de l'entreprise, et d'essayer de retranscrire cet ADN à nos clients à travers les produits qu'on produit, mais également les histoires qu'on leur transmet. Alors justement, puisque vous parlez d'histoire, je vous propose de parler un peu de la vôtre. Votre carrière professionnelle a commencé dans le domaine bancaire à Zurich. 6 années assez loin finalement des vignes. Très loin. Très loin même. Oui. Est-ce que vous saviez dès le départ que vous alliez revenir dans le domaine familial ? Comment ça s'est passé ? Non, très franchement, je ne le savais pas. C'était évidemment toujours une possibilité, une opportunité. Mais il faut dire que dans la famille, on a grandi avec des parents qui étaient très ouverts, qui ne nous ont pas mis de pression rapidement pour nous dire vous pouvez partir étudier, mais sachez que dans 10 ans, il faudrait que vous soyez de retour. Donc on n'a jamais eu cette pression-là.
Et finalement, les choses se sont faites assez naturellement, pour moi en tout cas, mais je crois que le cas de mon frère, de ma sœur, sont également de bons exemples parce qu'ils ont également étudié et ils ont acquis quelques expériences à l'extérieur de l'entreprise familiale et ils sont revenus naturellement. Donc peut-être que le fait de ne pas mettre trop de pression a fait qu'à un certain moment, on s'est dit que c'était le moment de rentrer. Pour ma part, en effet, j'ai étudié dans le domaine banquier, financier. Et puis, ça me paraissait assez normal de faire quelques années dans ce domaine que j'avais étudié. J'ai eu quelques belles opportunités. Puis finalement, c'est vraiment que du positif parce que je pense que des grandes entreprises, des grandes banques dans lesquelles j'ai acquis une certaine expérience, j'ai également des éléments à reprendre. Alors, évidemment, pas les éléments techniques liés au domaine bancaire, mais plus en termes d'organisation d'entreprise. Alors, deux choses. Maintenant, a posteriori, quand vous regardez, entre guillemets, dans le rétroviseur, avez-vous le sentiment que c'est une évidence d'être revenu, entre guillemets, à la maison, d'une part? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous avez techniquement gardé de ce passage dans le domaine bancaire? Et qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien aujourd'hui? Alors bon, une évidence, aujourd'hui, je le dis clairement oui, parce que je me rends compte que ça fait plus de 10 ans que je suis de retour dans l'entreprise et je pense qu'il n'y a pas un jour qui se soit passé dans lequel je me sois dit dommage, j'aurais dû continuer un petit peu plus longtemps dans le secteur précédent. Donc la décision était sans doute une bonne décision. Et puis, moi, je dirais que ce que je reprends de cette expérience dans le secteur bancaire, c'est plus la partie organisation, la partie grande entreprise, la partie processus, qui a certainement permis aussi chez nous de grandir, de professionnaliser certaines parties de l'entreprise, qu'il était peut-être un petit peu moins avec la deuxième génération. Et de quitter le monde bancaire, c'était faire un sacrifice financier aussi. Vous étiez dans des grandes banques, vous l'avez dit, vous vendez des produits financiers, construisez des produits financiers, et c'est généralement plus rémunérateur que le reste de l'économie. C'est ce que disent en tout cas les statistiques. Alors oui, effectivement, c'est un petit compromis financier à trouver, mais très sincèrement, si vous êtes content tous les matins en vous levant et que vous avez l'impression d'être 365 jours par année en vacances parce que vous appréciez vraiment ce que vous faites, je crois que ça n'a pas de prix. Votre frère et votre sœur, quand ils vous ont vu revenir, ils ne se sont pas dit « il a été chez Lehman Brothers ». La banque a disparu, il est passé chez Crédit Suisse, on sait ce qu'elle est devenu. Vous êtes bien renseigné. Ça fait les gros titres. En tout cas, ça fait déjà 2 fois qu'on tord le cou à certains dictons. J'aimerais revenir sur quelque chose de beaucoup plus personnel. Les variations climatiques et la dérive climatique dans laquelle nous sommes évidemment, qui fait elle aussi la part belle dans l'actualité. Ça fait partie des préoccupations quand on est dans votre secteur, la vigne. Quel regard vous portez-vous à titre très personnel sur cette problématique? Avez-vous des enfants? Qu'est-ce que vous leur dites à ce sujet? Puis d'ailleurs, est-ce que vous envisagez d'ores et déjà de transmettre beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions d'un seul, mais bon. Alors, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Oui, évidemment que dans notre secteur, on travaille avec la nature tous les jours. Donc, le réchauffement climatique, c'est une évidence pour nous, c'est un fait, malgré que certains scientifiques le mettent encore un petit peu en doute aujourd'hui. Non, on se rend compte que le climat évolue et dans notre domaine en particulier, ça a de réelles conséquences. La conséquence la plus directe, c'est au niveau de l'encépagement, on se rend très vite compte chez nous en Valais que certains cépages ne sont plus vraiment adaptés à notre climat. L'encépagement, c'est quand on plante de nouveaux... Absolument. Il faut savoir qu'en Valais, on a plus de 50 cépages différents qui sont répertoriés dans l'AOC valaisanne. Donc ça laisse une grande diversité et on se rend compte que certains d'entre eux ne sont plus vraiment adaptés. Les cépages les plus précoces, on pense à des chardonnays, on pense au pinot noir principalement, qu'on ne peut plus planter dans les meilleures expositions. Mais à contrario, la chance que l'on a, c'est qu'on a aussi des cépages qui sont totalement adaptés à l'évolution climatique. Et je pense notamment à la petite Arvine, qui est sans doute le futur du canton du Valais, qui se plaît avec le réchauffement climatique. Et là, pour nous, c'est vraiment des adaptations au niveau du vignoble en général. Et puis après, évidemment que le deuxième élément pour nous important lié au réchauffement climatique, c'est vraiment l'augmentation finalement d'événements un petit peu extrêmes au niveau climatique, parce que le réchauffement, c'est pas simplement un demi-degré tous les 5 ans. C'est quoi, c'est la grêle voilà, c'est le gel de printemps, c'est la grêle ensuite durant l'été, c'est vraiment des phénomènes qui sont difficiles à appréhender, pour lesquels on a peu de moyens de lutte.
et qui pose un véritable challenge dans notre secteur. Et malheureusement, nous, dans l'entreprise, on fait, et à titre privé, on fait le plus d'efforts possible. On roule en véhicule électrique, on essaye de prendre les transports publics. On a recouvert, par exemple, en 2013, notre toit. C'est plus de 10 000 m² d'une installation photovoltaïque. C'était à l'époque la plus grande installation en Valais. Alors, on est assez précurseur à ce niveau-là, mais on se rend bien compte que tout seul, on ne pourra pas faire grand-chose. Et là, ça passe vraiment par de la sensibilisation. Et comme vous l'avez très bien dit, je pense que ça passe par de la sensibilisation au niveau de la génération suivante, au niveau de nos enfants, en famille, à l'école. Alors là, je suis assez heureux de voir que c'est des sujets qui sont souvent traités au niveau scolaire. Et je pense que voilà, c'est un effort qui doit être consenti par tout le monde. Une petite pierre de chacun peut vraiment améliorer les choses. Vos enfants ont quel âge ? Ils ont 6, 8 et 11 ans. Est-ce que vous êtes préoccupés quand même de cette question ? Est-ce qu'ils vous ont l'air, eux, préoccupés de cette question écologique ? Alors, je pense qu'ils sont vraiment préoccupés, en tout cas sensibilisés, comme je le disais. Et je me rends compte dans pas mal de situations où ils développent déjà à cet âge une vision quand même assez critique de ce qu'on fait, avec de temps en temps quelle situation ? Typiquement, le cas de ma voiture que j'ai changée il y a à peu près une année pour passer à de l'électrique, ça faisait déjà un petit moment que mon plus grand fils me disait « Mais papa, quand est-ce que tu changes ?» pour l'électrique. Très bien. Alors justement, puisque vous aimez le sport, en tout cas c'est ce qu'on peut lire sur votre site, qu'est-ce que vous pratiquez comme sport, au-delà de la course à pied ? Alors je ne pratique pas de course à pied, mais je suis un grand passionné de vélo. Je roule beaucoup, quasiment toute l'année, parce que le climat valaisan le permet. Et puis à côté de ça, évidemment du ski en hiver. Et alors je ne le pratique pas, ou de temps en temps le samedi dimanche avec mes enfants, mais je suis plutôt un spectateur assidu de hockey sur glace. Ah, très bien. La saison va être belle encore. Et longue. Et longue. On supporte particulièrement Fribourg-Gotteron qui n'a pas très bien commencé l'année, donc la saison va être longue, on l'espère. Courage. Sur votre site internet également, on peut lire que votre credo, c'est « On ne change pas une équipe qui gagne ». Est-ce que vous vous battrez bec et ongles pour que cette entreprise reste familiale ? Absolument. Je crois que c'est un avantage sur le marché, un avantage vis-à-vis de notre clientèle. Je le disais en introduction, on leur raconte des histoires, on leur transmet des histoires. L'histoire familiale, pour nous, c'est notre ADN. C'est ce qui fait la différence par rapport à certains de nos concurrents. Et cette histoire familiale, on doit essayer de la préserver coûte que coûte, je pense. Ça, c'est pour le point de vue du marché. Je pense également qu'une entreprise familiale, du moins la nôtre, dans laquelle nous sommes actifs avec mon frère et ma sœur, est un avantage pour nos collaborateurs qui nous connaissent tous ou presque tous. On a tendance à dire que notre porte est toujours ouverte. On forme une grande famille avec nos employés, et ça, je pense qu'aujourd'hui, dans l'idée de proposer un but, un sens à l'activité de tout le monde, le fait de travailler dans une entreprise familiale peut être vu comme un avantage. Merci beaucoup Philippe d'avoir parlé de vous. On va maintenant davantage se concentrer sur l'entreprise en compagnie de Frédéric. Philippe Rouvinet, on l'a dit, vous incarnez la 3e génération, et on n'a pas donné les prénoms de votre sœur Véronique et de votre frère Frédéric. Vous avez rejoint le groupe en 2013. C'est donc le domaine Rouvinet, mais c'est 5 maisons. Il y a aussi Charles Bonvin, 1858, ou encore les caves Orsa. Au total, 135 hectares, c'est juste ? Un petit peu plus aujourd'hui, presque 150. Il y a combien d'employés ? Un équivalent plein temps d'environ 180 collaborateurs, inclus évidemment la partie viticole qui est importante chez nous. D'accord. On présente votre groupe souvent comme le numéro 2 du marché valaisan après la coopérative Provins. Est-ce que c'est juste ? On pense que c'est juste. On n'a pas forcément les chiffres de tout le monde. Ouais. Et effectivement, ce n'est pas l'objectif prioritaire que de devenir numéro 1. Le but, c'est vraiment de valoriser correctement notre vendange, la filière vitivinicole. On va commencer par l'innovation. Vos parents, si mes informations sont justes, ont innové avec le premier vin en Valais élevé en barrique, le Tourmentin. Et vous avez une innovation récente qui est le premier assemblage bio.
Il est sorti en 2019, un millésime 2017. Est-ce que ça marche bien? C'est un succès? C'est un très beau succès, on est très satisfait. Le vin s'appelle Nez Noir, du nom des moutons du Haut-Valais qui ont effectivement une tête noire. Et c'est un joli succès commercial. Comment est-ce qu'on peut quantifier ce succès? En termes de bouteilles, Oui, par exemple. je vous donnerai peut-être pas de chiffres aujourd'hui, mais je pense que clairement, si on regarde le marché viticole suisse sur les 5 dernières années, c'est sans doute le vin qui a eu le plus grand succès en termes de progression et qui répond certainement à une demande. Ça vous a surpris de progresser plus vite que le marché? De progresser plus vite que le marché, non, ça ne nous surprend pas parce qu'on pensait, on avait quand même l'intuition avec ce produit de répondre à une demande. De remplir une case qui n'est pas vraiment occupée sur le marché des vins suisses aujourd'hui. Par contre, sur cette progression, non, on ne pensait pas que ça irait si vite. Alors vous parlez des vins bio. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition des vins bio? Parce qu'on entend de tout et parfois les consommateurs ne sont pas bien au courant, bien au fait de ce qui détermine un vin bio. Alors, ce qui détermine un vin bio, avant tout, c'est le travail à la vigne. C'est-à-dire que dans tous les traitements de la vigne, dans la culture de la vigne, vous n'allez utiliser que des solutions qui sont certifiées bio. Principalement, ce sont 2 substances actives qui sont autorisées. C'est tout ce qui est à base de soufre ou de cuivre qui sont certifiés bio. Mais ça veut dire que le bio renonce à ce qu'on utilisait à l'époque, notamment des herbicides, des insecticides, tous ces produits de synthèse qui, d'un point de vue écologique, environnemental, ne sont pas bons à long terme. Donc c'est quand même une culture beaucoup plus raisonnée de la vigne. On a eu, dans les années 90, une belle progression qui s'appelait la production intégrée, qui aujourd'hui est répandue partout en Suisse et dans une bonne partie du monde, qui était déjà assez respectueuse de l'environnement. La suite logique de cette production intégrée, c'est de passer en bio, avec une culture qui est un petit peu plus limitative en termes de produits autorisés. Vous perdez beaucoup de rendement avec ce type de solution? Effectivement, on perd assez peu de rendement une bonne année. Une bonne année climatique, vous avez à peu près, même quasiment le même rendement. Une année comme 2024, un peu plus compliquée. Là, vous pouvez perdre une partie. Dans les années vraiment catastrophiques, vous pouvez perdre 30% de plus qu'en culture traditionnelle. C'est le risque que l'on prend, c'est un risque assez limité. Mais par contre, quand ce risque intervient, on perd pas mal. Aujourd'hui, quel est le pourcentage de vos domaines qui sont cultivés en bio? Aujourd'hui, on cultive à peu près 70% de nos domaines en bio, donc c'est certifié en bio. L'objectif, c'est de continuer à progresser. La progression est assez rapide. On pense pouvoir arriver à 80-85%. Il faut savoir qu'en Valais, on a une topographie qui reste assez compliquée et certaines zones seront très difficiles à terme de passer en bio. Donc, vous dire aujourd'hui qu'on sera à 100% dans quelques années, ce serait vous mentir. Mais on pense que 80-85% est possible. Et puis, on est déjà à 70%, donc on a déjà fait une belle part du parcours. Le bio a vraiment commencé quand chez Rouvinet? Les premiers tests, on les a commencés en 2008. Donc, ça a mis du temps pour vraiment comprendre cette nouvelle méthode de culture. Et c'est effectivement à partir de 2017 qu'on a sorti nos premiers vins bio. Avant ça, on avait de la vendange qui était bio, qui n'était peut-être pas encore forcément certifiée. On était plutôt dans une phase de test. Qui sont vos clients? Qui consomment, qui boit les vins Rouvinet? Surtout en Suisse, surtout local du Valais ou bien ailleurs? Alors, nos clients sont suisses, ça je le précise, parce que notre part à l'exportation est à peu près de 2%, donc c'est vraiment minime. Et puis en Suisse, on a une clientèle très diversifiée. Nous, on a différents segments de marché. On a évidemment une clientèle privée historique qui est importante à travers les foires expositions auxquelles on participe, à travers nos caves ouvertes, nos différents caveaux. Les privés, c'est la moitié de votre distribution? Non, les privés aujourd'hui représentent à peu près 25%. Le reste étant une clientèle grossiste et restaurateur. Donc c'est un canal qui est très important pour nous. En Valais, on livre la restauration en direct. Hors Valais, on travaille beaucoup avec des grossistes, donc des dépositaires régionaux. Et puis après, on a également une troisième partie de clientèle, mais qui finalement sont quand même des privés, à travers le retail. Donc le retail, c'est les grands distributeurs, les grands metteurs en marché, qui sont aujourd'hui incontournables dans le marché suisse. Pour nous, ce qui est très important, c'est d'avoir une gamme suffisamment diversifiée pour avoir des produits qui sont positionnés sur différents de ces secteurs. Avez-vous réussi à vous imposer en Suisse alémanique?
La Suisse alémanique, je dirais pour nous, c'est un marché important. Ça représente les chiffres exacts, je ne saurais pas vous les dire, mais probablement une trentaine de %. Donc, un marché qui est non négligeable et probablement le marché sur lequel on a le plus de progression possible. Le marché d'avenir aujourd'hui, pour nous, c'est la Suisse alémanique, mais ça nécessite beaucoup de travail parce que, évidemment, en Suisse allemande, on ne pense pas naturellement à ouvrir une bouteille de petit Arvin ou de Fendant, donc ça nécessite beaucoup de formation de notre part dans cette région-là. Ça vous aide d'avoir fait HEC Saint-Gall? Ça vous a ouvert des portes? Ça nous aide un petit peu, évidemment, pour aller à la rencontre de nos clients suisses alémaniques, de parler la même langue qu'eux. C'est quand même toujours quelque chose d'apprécié. Et c'est plutôt plaisant de pouvoir parler en allemand plutôt qu'en français et de leur demander à eux de faire l'effort. Le groupe est rentable? Vous équilibrez vos comptes en ce moment? Le groupe est rentable. On se doit de rester dynamique parce qu'on est dans un secteur qui est quand même fortement sous pression. On est rentable également parce qu'on intègre, je dirais, toute la chaîne de valeur avec la partie viticole qui est très importante pour nous. Et on va finalement au client final, au client privé. Et donc, cette chaîne de valeur, elle est importante pour nous. En 2020, quand Provins, je mentionnais le plus grand acteur en Valais, a été repris par Fenaco, vous déclariez dans la presse que vous espériez que Provins se mette à payer ces sociétaires au prix du marché, évidemment, pour pas être victime d'une concurrence de sous-paiement. Vous êtes satisfait avec, on est 4 ans plus tard, les conditions se sont améliorées? Pour nous, c'est un élément, je dirais, sensible et extrêmement important pour la filière. Parce que là, on parle de filière vitivinicole. Je vous parlais un petit peu de la partie propriété privée, donc nos propres domaines. Ça, c'est un élément. On a une équipe viticole qui gère 150 hectares. C'est nos propres raisins qu'on utilise pour nos marques vraiment premium. À côté de ça, on fait du négoce. Par négoce, j'entends par là qu'on achète du raisin également à beaucoup de petits producteurs de raisins. Et en Valais, c'est encore énormément de familles qui, de génération en génération, transmettent ces parcelles, deviennent souvent assez petites. Mais donc aujourd'hui, on achète du raisin à peu près un millier de fournisseurs. Et pour nous, c'est extrêmement important que ces fournisseurs-là puissent vivre de leur travail. Alors souvent, c'est un à côté, parce que la plupart ne sont pas professionnels, travaillent le samedi, le dimanche dans leur vigne et nous livrent de la vendange. Mais malgré ça, je pense que c'est important de valoriser ces raisins correctement, de façon à ce qu'ils puissent, vivre et deux, réinvestir. Quand je dis réinvestir, c'est notamment replanter lorsque les vignes deviennent trop âgées, lorsque l'encépagement n'est peut-être plus adapté à la demande. Et c'est pour ça que on a un rôle important au sein de la filière, nous, notre entreprise, mais Provins également et le groupe Fenaco et tous les grands négociants valaisans ont un rôle à ce que cette filière puisse continuer à vivre et s'adapter encore et toujours aux souhaits de la clientèle. Parce que je dis souvent qu'on plante une vigne pour 30-40 ans, idéalement même 50 ou 60 ans. Les phénomènes de marché, eux, évoluent plus vite que ça. Donc, de temps en temps, on est obligé d'arracher, de replanter parce que la demande a changé. Encore deux questions plus générales sur l'environnement de marché. On a appris que la verrerie de Saint-Pré va fermer. Et une partie de vos bouteilles, au moins, en provenait. Quel impact ça va avoir sur vous ? Alors effectivement, pour nous, ça n'aura pas un impact énorme parce que du verre, on va en trouver. Les grands producteurs de verre existent et sont sur le marché suisse. Donc voilà, on ne craint pas une pénurie de verre. Après, c'est plus le côté environnemental d'une part, où avoir une verrerie proche de chez nous, c'est intéressant parce que ça fait pas beaucoup de sens aujourd'hui d'acheter du verre qui vient des pays de l'Europe de l'Est et qui font quelques milliers de kilomètres avant d'arriver chez nous à la cave. Et puis après, c'est évidemment pour la Suisse entrepreneuriale et économique, où on n'est quand même jamais satisfait de voir des grands sites de production comme celui-ci devoir fermer ses portes. Parce que une bouteille de verre, est-ce que c'est assez technologique pour un pays comme la Suisse, à haute valeur ajoutée, des salaires très élevés partout, on fabrique des toutes petites bouteilles pour les tests antidopage des JO, ça c'est très sophistiqué, la bouteille de vin?
Oui, mais avec cette théorie-là, on arrêterait beaucoup d'autres branches qui quand même font vivre des gens ici en Suisse. Et peut-être la première branche qu'on arrêterait, c'est l'agriculture. Donc, je ne peux pas accepter ce genre de remarques. Je pense qu'il y avait de la place pour un verrier en Suisse. Et c'est vraiment dommage de les voir fermer les portes. Encore un point sur une affaire qui a secoué le Valais et au-delà, c'est l'affaire Flaxion. C'est le nom de cet encaveur, Cédric Flaxion, condamné en septembre à 3 ans et demi de prison ferme pour avoir vendu sous l'AOC Valais des vins qui venaient d'ailleurs, d'Espagne par exemple. Alors, il fera appel de cette décision, mais vous pensez qu'il y a un dégât d'image qui va se produire avec cette affaire ? Le dégât d'image, je pense qu'il a lieu, oui. On peut pas Alors, nous, en tant que concurrents, on est satisfait du fait que enfin cette affaire ait été jugée, parce que ça a pris un certain temps. Et aujourd'hui, voilà, on en est à la première instance, vous l'avez dit, un recours qui a été fait. Donc, l'affaire n'est pas terminée, mais au moins, il y a eu un premier jugement, et ça, c'est positif. Ça rassure un petit peu la branche, parce que ça fait quand même de nombreuses années que ce type d'affaires pollue un petit peu notre activité. Et le fait que la justice s'en mêle, c'est très positif. Après... je pense qu'il y a, au-delà du dégât d'image, pour nous, dans ce type d'affaires, un gros souci au niveau de la filière, parce qu'il faut s'imaginer que dans des segments de marché comme le retail, on est relativement peu à travailler. Et il suffit qu'il y ait des fois un acteur qui, pour une raison ou pour une autre, soit capable de baisser ses prix de façon importante. Tout le monde doit ensuite s'adapter un petit peu à la baisse. Et ça, pour la filière, c'est catastrophique, parce que quand la raison de la baisse des prix est simplement une fraude, ça fait que, je vous parlais du prix du kilo de raisin que l'on paye à nos fournisseurs, si à chacun on doit baisser de 10%, on n'arrive pas à cet objectif qui est de faire vivre la filière. Et ça, c'est extrêmement préoccupant. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Ludovic. On va passer à table, mais avant de nous quitter, on va continuer de vous cuisiner, Monsieur Auvinet, avec notre questionnaire de Proust. D'être de temps en temps un petit peu obstiné. Roger Federer ou Tadej Pogačar? Jean-Claude Biver pour son côté vraiment très innovant. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.